On va continuer à parler de l'interpréteur CPython. Donc c'est une présentation au sujet des effets de bord du Global Interpreter Lock. Donc je me présente, si j'arrive à switcher. Je m'appelle Adrien Guillot. Je travaille avec Olivier, que vous avez peut-être vu tout à l'heure pour la conférence Shit Happens. L'idée de la conférence, de cette présentation, elle remonte au mois de juillet où j'ai fait un talk d'environ 10 minutes à un meetup Python déjà au sujet du GIL, mais de manière plutôt introductive. Et pendant mes recherches, j'ai découvert les travaux de David Bisley, qui a fait un travail considérable pour aller en profondeur, montrer exactement ce qui se passait et qui était lié au scheduling des threads et au GIL. Donc je me suis dit que pour cette PyCon, je traiterai moi aussi plus en profondeur cette fois le sujet. Et donc c'est un peu la version française du travail de David Bisley. Tous les schémas que vous verrez sont issus de son travail. Il est au courant, je lui ai dit que je le citerai, donc voilà, c'est fait. De même, au début, j'ai commencé à écrire cette présentation avec que du français en me disant on a la PyCon FR, je vais faire les choses bien. Et puis très rapidement écrire commutation de contexte, ordonnancement, système d'exploitation, ça m'a un peu gonflé. Donc tant pis, vous m'entendrez dire OS et vous le verrez écrit. Donc tout commence par cette déclaration. Donc au mois de juillet, j'ai dû conclure quelque part comme ça en disant finalement le GIL, si vous faites de l'IO bound, c'est pas grave. Si vous faites du CPU bound, faites du multiprocessing. En fait, même si vous faites du threading dans des cas IO bound, il y a des effets de bord qu'il n'est pas inutile de connaître. Donc, pour bien comprendre tous ces mécanismes, il faut reprendre tout depuis le début. Donc, la classe thread que vous utilisez en Python, finalement, c'est juste un wrapper autour des thread systems que vous utilisez. Donc, des threads inspirés de la norme POSIX si vous faites de l'Unix, et donc des threads Windows. Donc, ce qui veut dire que ce sont des vrais thread systems. Et si ce sont des vrais thread systems, c'est votre système d'exploitation qui décide de quand il schedule ses threads et de quand il décide de switcher entre eux. De l'autre côté, dans l'implémentation de CPython, vous avez ce qu'on appelle le GIL. Donc le GIL oblige l'interpréteur CPython à n'avoir qu'un seul thread exécuté en même temps. Donc pas de parallélisme. Finalement, vos threads s'exécutent les uns après les autres. Et c'est principalement lié à des détails d'implémentation pour faciliter la gestion de mémoire ou l'appel aux autres extensions C. Donc, comment ça se passe dans le cas multithreadé où vous avez des threads qui sont, eux, plutôt IO bound. Un thread s'empare du GIL, il tourne jusqu'à effectuer une opération IO bound, donc à savoir en général du file system ou du réseau. À ce moment-là, il relâche le GIL, et ce qui permet à un autre thread, schedulé par le système d'exploitation, de prendre le GIL à son tour et d'être exécuté. Donc finalement, vous avez un espèce de système coopératif entre threads où chacun se donne la balle l'un après l'autre. Cependant, tous les threads ne sont pas IO bound, et donc il a fallu faire un petit peu de wizardry dans l'interpréteur CPython pour, décidément, pour les threads CPU bound. Donc ce qui se passe, c'est que l'interpréteur met en place un check. Donc on va définir ce que c'est qu'un check et un tick. Donc tous les 100 ticks, l'interpréteur réalise une opération qui permet de forcer le relâchement du GIL. Donc comment ça se passe exactement? D'abord, on compte les ticks, je le définirai après. On compte les ticks. Par défaut, c'est 100 ticks. Donc quand 100 ticks se sont écoulés, on commence par réinitialiser ce compteur. Dans le main thread seulement, et c'est très important, on reviendra après dessus, dans le main thread seulement, on exécute les signal handlers, on libère le GIL, et donc c'est à ce moment-là qu'on donne une chance aux autres threads d'être schedulés et d'être exécutés. Donc le check est vraiment fondamental pour permettre le scheduling alternatif des threads dans CPython. Et puis ensuite, on peut se permettre de reprendre le GIL, et donc tous les threads exécutent ce check. Donc l'implémentation en C
un peu très élagué ressemble à ça. Donc l'étape vraiment cruciale, c'est dans le bas du code, vous voyez, on relâche le guile et c'est vraiment à ce moment-là qu'on donne une chance aux autres threads, qu'on donne leur chance aux autres threads. Donc un tick, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ne dépend pas d'une unité de temps et un tick peut être très long ou très court. Ça correspond approximativement à quelques instructions de bytecode. Donc là, on a déjà quelques éléments pour me permettre d'ouvrir une parenthèse au sujet des signaux en Python. Donc là, par exemple, vous avez un tick qui, sur mon Mac, prend environ 45 secondes. Vous pouvez voir que c'est vraiment décorrélé du temps. Donc, vous exécutez cette opération de nouveau, et cette fois-ci, vous faites un CTRL-C. Donc, vous envoyez un SIGINT à votre thread. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Et il ne se passe rien pendant longtemps, toujours 45 secondes. Parce qu'un tick ne peut pas être interrompu. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'opération de check n'arrive qu'après un certain nombre de ticks. Donc, par construction, c'est impossible d'interrompre un thread qui est dans un tick. Donc, j'imagine que vous êtes déjà arrivé plein de fois, vous devez interrompre votre process. Vous n'êtes même pas en train de faire du threading. Hein. Et puis, il ne se passe rien, il se passe rien. Et comme moi, vous avez appuyé plein de fois sur CTRL-C, mais ça n'a rien changé. C'est pour cette raison. La deuxième chose, c'est que parfois vous avez fait du multithreading et exactement le même exemple, vous avez voulu interrompre votre programme et impossible, il ne répond pas à vos signaux. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, les signaux ne peuvent être gérés que dans le main thread. Donc l'interpréteur, quand il reçoit un signal et qu'il n'est pas dans le même thread, ce qu'il se dit, c'est bon, bah, si je veux faire quelque chose avec ce signal, il faut que le plus vite possible, j'aille dans le même thread. Donc comment je fais? Bah, ma seule solution, c'est de faire des checks. Donc il se dit, bon, je vais arrêter d'en faire tous les 100 checks, je vais arrêter de faire des checks tous les 100 ticks, je vais en faire tous les ticks. Et donc je check, parce qu'il faut se rappeler que de l'autre côté, c'est votre système d'exploitation qui maintient, qui gère le scheduling de vos threads. Donc en gros, c'est un peu une expérience, c'est un peu une méthode comment dire, un peu désespéré. Il se dit bon bah je check et puis j'espère bien qu'un de ces quatre, le main thread va être exécuté et que je vais pouvoir délivrer mon signal. La blague, c'est que souvent vous écrivez, moi le premier, on écrit nos programmes où on lance des threads dans le main thread et à la fin de celui-ci, on fait un join sur les autres threads. Donc votre main thread est dans une opération bloquante, donc il est en sommeil, donc il ne va jamais être schedulé. Donc votre signal ne va jamais arriver. Donc là, vous faites comme moi. Vous faites un PS à UX, et puis vous faites kill-9, et voilà, c'est terminé. Et c'est par construction du Global Interpreter Lock. Donc ça, c'est ma première parenthèse. Il n'y en aura pas d'autres, d'ailleurs. Maintenant, on prend une fonction assez simple, CPU band, donc qui décrémente une variable. Et on l'exécute de manière multithreadée. Et on va s'amuser à mesurer la performance sur mon Mac. Donc, moi, j'ai 2 corps, ça met 30 secondes. Et ensuite, ce que je fais, c'est que sur Mac OS X, c'est pas très facile, mais on finit par y arriver, je désactive un corps. 22 secondes. Bizarre. Ça paraît vraiment contre-intuitif. Normalement, quand vous avez plus de corps, vous dites que ça va aller plus vite. Dans Python, c'est pas vrai du tout, ça va moins vite si vous faites du threading. C'est là. Donc, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut en revenir à l'implémentation même du GIL. Elle est relativement simple. Donc, ça m'a fait un joli rappel de programmation système, un mutex et une variable conditionnelle. Les 2 opérations, obtenir le GIL, relâcher le GIL. Donc, obtenir le GIL. On rentre dans la section critique, on regarde la valeur du GIL. Donc, c'est ici, sur le thread, c'est lock. Donc, si lock est égal à 1, et ben, un autre thread est déjà en sa possession. Donc, je vais attendre, le thread s'endort sur la variable conditionnelle et attend qu'on vienne le réveiller. Quand il est réveillé, il acquiert le GIL et il sort de la section critique. Pour le relâcher, c'est plus simple. Vous rentrez dans la section critique,
vous libérez le GIL, vous sortez de la section critique, et surtout, vous n'oubliez pas de prévenir vos copains en faisant signal sur votre variable conditionnelle pour les prévenir que vous avez relâché le GIL. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que vous avez un thread qui est en train d'exécuter et un deuxième thread qui est à l'état prêt. Voilà, ça c'est des réminiscences de ce que j'avais commencé à faire intégralement en français. J'ai écrit état élu. Donc, le cas simple, toujours, votre thread numéro 1 effectue une opération bloquante, donc de l'IO. Donc, il relâche le GIL, il envoie un signal est intercepté par l'OS, l'OS fait signe aux autres threads, et comme il n'y a pas de concurrence entre le thread 1 et le thread 2, parce que le thread 1 il s'endort pour de bon, c'est le thread 2 qui prend la main. Maintenant, cas un peu plus délicat, votre thread 1, on va dire que c'est un thread CPU bound, donc il fait son check, il relâche le GIL, mais en fait, il est tout de suite prêt à reprendre la main. Donc qui est-ce qui va être exécuté? Pour le savoir, il faut un peu regarder ce qui se passe sous une variable conditionnelle. Une variable conditionnelle, c'est finalement une simple file. Donc vous enfilez les threads qui se mettent à attendre sur le... J'en viens à être personnifié en thread, ça devient inquiétant. Donc les threads qui sont dans la file s'accumulent, et quand ils sont réveillés, finalement, ils sortent de cette file. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'est pas tiré d'affaire. Parce que de l'autre côté, votre OS, il maintient une file de priorité des threads et des process qui sont pris à être exécutés. Et donc le thread que vous venez de sortir de cette file en le signalant, il rentre juste dans cette file de priorité de l'OS. Et c'est ensuite l'OS, à son bon vouloir, qui dit « Toi, j'ai l'impression que c'est toi qui as la plus grande priorité, vas-y ». Et du coup, ce n'est pas forcément le thread qui vient d'être signalé qui va être exécuté. Et ça peut très bien être le thread numéro 1, qui est de plus grande priorité, qui repart pour un tour. Et donc finalement, votre thread 2, il reste toujours dans l'état, dans la file de l'OS, en priorité, en état prêt, et il sera exécuté plus tard. Ou peut-être qu'il a une priorité plus importante, et là, il est schedulé. Donc on voit bien l'espèce de paradoxe entre le GIL d'un côté qui essaye de faire du scheduling en jouant avec le GIL, mais finalement qui n'a pas tous les moyens qu'a l'OS, à savoir gestionner les priorités, round robin, toutes ces choses-là. Et finalement, il délègue à l'OS, et l'OS, il ne fait pas forcément des choses qui sont bonnes, entre guillemets, pour l'interpréteur C Python. Donc du coup, pour y voir beaucoup plus clair, parce que ça paraît quand même un peu flou, David Beasley il a fait une expérience assez intéressante. Il a modifié son interpréteur pour loguer exactement toutes les actions qui concernent quand est-ce que je prends le GIL, quand est-ce que je le relâche, quand est-ce que j'essaie de le prendre mais en fait il était occupé, quand est-ce que je réessaye de le prendre et il est de nouveau occupé. Et donc, grosso modo, en pseudocode, c'est ça que ça donne. Il rajoute sur les portions de code que vous avez vues tout à l'heure ces événements. Donc ici, il log le relâchement du GIL. C'était dans la fonction release. Et dans la fonction acquire, il log une première fois si le thread est schedulé et que le GIL est déjà... qu'il ne peut pas prendre le GIL. Et ensuite, il le relog si il arrive à plusieurs reprises d'être réveillé, de voir que le GIL n'est pas pris et de se rendormir. Donc c'est ce qu'il appelle un retry. Et enfin, vous avez une opération à la fin, quand vous relâchez le GIL, qu'il appelait, quand vous réussissez à prendre le GIL, qu'il appelle acquire. Et donc, ça, c'est un échantillon de la trace obtenue. Donc on voit bien, première chose, donc là, c'est un exemple avec deux threads, donc colonne de gauche, thread 1, thread 2. Deuxième colonne, le nombre de ticks. Donc on peut voir que les acquire et les releases ont toujours lieu au tick 100. Troisième colonne, le nombre de checks totaux qui ont été exécutés depuis le début de l'exécution du programme. Et quatrième colonne, l'événement qui a été logué. Il a même fait mieux que ça. Il a permis de visualiser exactement ce qui se passe. Donc là, vous avez, par exemple, sur un système Linux, 4 threads, un seul CPU. Donc le cas
simple, entre guillemets. Et donc là, on voit très bien l'exécution successive des threads et vous voyez le travail coopératif. On peut zoomer. Et si on zoome, donc on a trois événements. Donc la barre verte claire qui montre que le process a réussi à choper le GIL. La barre jaune qui veut dire que pour une première fois, un thread a tenté de récupérer le GIL et il ne l'a pas obtenu. Et rouge, la même chose, mais c'est déjà un retry, c'est-à-dire qu'il n'est pas à son premier essai. Donc en haut, le nombre de ticks. Donc la première bande noire, c'est le main thread. Il s'agit du code que je vous ai présenté à la fonction count multithreadée. Et donc les deux bandes en dessous, le thread 1 et le thread 2. Donc si on essaye de schématiser un peu, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cas mono-CPU? Ce qu'on remarque, vous pouvez le constater vous-même, c'est que tel que je l'ai présenté, et moi aussi quand j'ai découvert ces travaux, on peut penser qu'il y a vraiment un switch tous les 100 ticks. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. L'OS continue à scheduler le thread de façon à ne pas trop thread switcher trop souvent. Donc ça, c'est plutôt bon en fait. On aurait pu penser que c'était tous les 100 ticks. En fait, c'est faux. Les checks qui mènent à des thread switch sont beaucoup plus longs que 100 ticks. Et donc, il peut y avoir des centaines, voire des milliers de checks avant d'arriver à un thread switch. Et ça, c'est plutôt bon parce que le thread switch, c'est une opération coûteuse. Donc, c'est plutôt positif. Donc, le cas typique, c'est celui-ci. Donc, cette fois-ci, vous n'avez plus que 2 threads qui se partagent un CPU. Et on retrouve la même trace que précédemment, où on en avait 4, où chacun passe l'un après l'autre. Et si on zoome, en fait, le cas qu'on observe partout à chaque switch, c'est vous avez un thread qui est en train d'être exécuté. À un moment, le deuxième thread est schedulé. Il fait un retry parce que c'est toujours le thread numéro 1 qui est en possession du lock et il s'endort. On retourne sur le thread 1. Le thread 1, il fait ses 100 ticks, il fait un check. Là, il relâche le GIL. Il signale le thread 2 qui se réveille. Et là, et cette fois-ci, c'est bon pour lui, il est exécuté. Donc si on regarde, grosso modo, il y a 2 thread switch dont on aurait pu se passer, mais ça reste relativement performant. Maintenant, on va passer au cas multi-CPU. Donc vous allez voir les mêmes traces. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. C'est la guerre parce que vous avez plusieurs corps. Votre OS, il est tout content, il se dit « Super, j'ai plein de corps, je vais scheduler tout le monde ». Donc, il schedule tout le monde, sauf qu'il n'y en a toujours qu'un seul qui obtient le GIL. Et donc, tous les 100 ticks, tous les autres threads sont réveillés. Et donc, ils se réveillent. Ils ne peuvent pas prendre le GIL parce que c'est toujours le thread 1 qui est en sa possession. Et ils se rendorment. Et 100 ticks plus tard, ça recommence. Donc, je me réveille, le GIL n'est pas là, je me rendors. Je me réveille, le GIL n'est pas là, je me rendors. Donc, à chaque fois, vous tapez l'overhead de signalisation, plus de thread switch. Et en fait, c'est toute cette machinerie qui explique les 8 secondes d'écart qu'on a vu tout à l'heure, c'est donc les signaux et le thread switch. Donc là, de nouveau, la même trace avec 2 threads et 2 CPU. Et là, tout de suite, c'est très visible que les temps alloués à chaque thread sont beaucoup, beaucoup plus courts. Donc, globalement, c'est moins efficace. Et si on zoome, et là, on est vraiment témoin de la guerre que se livrent les 2 threads, où grosso modo, à chaque fois qu'ils se sont réveillés, donc, comme je disais, ils veulent acquérir le GIL et ils ne peuvent pas. Donc ça, c'est un problème parce que, notamment si vous avez un thread CPU band et un thread IO band, il va mettre du temps à prendre le GIL et donc il va mettre du temps à répondre à votre opération d'IO, donc par exemple répondre à un appel serveur ou quelque chose comme ça. Donc dans mon abstract, je parle d'inversion de priorité et c'est un peu de ça dont il s'agit, c'est que normalement, vous avez un thread IO qui a une grosse priorité, donc qui passe souvent les premiers, et là, il doit attendre, et donc on observe un ralentissement global du système. Donc là, c'est exactement le cas dont je parle. Là, vous avez un thread CPU band, donc c'est lui qui occupe cette large bande verte, et vous avez un thread IO band, donc c'est lui qui fait ces petits pics.
En fait, il n'a pas grand-chose à faire, il veut juste répondre à un petit truc, et ça lui prend très peu de temps. Et ce qui est dommage, c'est que sur un CPU sur un multicore, et ben, avant de pouvoir faire son opération qui prend vraiment peu de temps, et ben, il lutte un peu. Et donc, a priori, si vous faites un serveur de cette manière, il va avoir des temps de réponse qui ne sont pas optimaux. Et enfin, le dernier point dont je voudrais parler, c'est que toutes les I/O ne sont pas bloquantes. Aujourd'hui, vous avez votre OS qui souvent met en cache. Et donc, ce qui se passe, c'est que votre thread fait une demande I/O. Tout de suite, l'OS lui répond. Du coup, il continue à le scheduler. Mais malheureusement, dans l'opération, vous avez quand même relâché le thread, réveillé tout le monde, et vous l'avez repris. Donc là encore, ce n'est pas optimal. Donc voici ce que je pouvais dire sur les effets de bord du Global Interpreter Lock. Alors tout ceci est vrai jusqu'à Python 3.3.2, où il y a une nouvelle version du GIL qui a été sortie. Et grosso modo, tout ce problème de c'est plus lent sur plusieurs corps que sur un est réglé. En revanche, niveau I/O, ce n'est pas encore ça. Je vous encourage vraiment à aller sur le site de David Bisley parce que vous pourrez plus longuement voir ses visualisations et ses présentations qui sont excellentes, et ça permet vraiment de comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de cette contention et du GIL. Avez-vous des questions? Alors merci Adrien déjà. Et donc je vous passe le micro pour les questions. Pas de questions? Une petite quand même. Est-ce que tu penses au GIL quand tu te mets en sommeil? Hier soir, oui. Salut, moi j'utilise très peu Python, plutôt à mon insu en règle générale, donc j'ai l'impression d'apprendre qu'il travaille qu'avec un cœur à la fois, à cause du GIL, qui schedule alternativement. Je suis assez surpris. Et tu disais que les thread switch du coup étaient coûteux quand on était en multicœur, mais je pense que la majorité des OS actuels sont assez intelligents pour ne pas switcher les threads d'un cœur à l'autre et schedule toujours le même thread qui continue son exécution plus tard sur le même cœur. Et du coup, les thread switch doivent pas être si coûteux que ça, je pense. C'est pas vraiment bon, un thread switch, c'est coûteux, mais ça va. Le problème, c'est que là, tous les 100, quoi qu'il arrive, même si vos threads, il y a un thread qui s'exécute, et si vous êtes en multicore, quoi qu'il arrive, tous les autres threads vont être réveillés à l'aide d'un signal, et ils vont se réveiller pour rien, et ils vont se rendormir. Donc l'OS fait vraiment beaucoup d'opérations qui sont vraiment pas nécessaires. Donc ce qui est coûteux, c'est pas tant le thread switch s'il a lieu, c'est de faire les checks tous les 100 ticks. C'est de faire le check tous les 100 ticks, c'est de signaler tout le monde, donc le coût de la variable conditionnelle. Et effectivement, le thread switch, vu qu'il a lieu sur chacun des corps, c'est pas le plus grave. Une question? C'est pas forcément spécifique à Python, le GIL, parce qu'en Ruby, c'est à peu près la même situation. Ouais. Est-ce que tu peux parler d'autres langages? Et deuxième question, notamment, est-ce que tu peux parler d'autres implémentations de Python? Genre, est-ce que PyPy, etc. Alors, effectivement, c'est pas un cas spécifique de Python. Tu as mentionné Ruby, et on va dire que je suis un fan complet de David Display, donc il a fait un talk à la Ruby sur quel est l'état du GIL dans Ruby, ce qui est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'il y a toujours cette espèce de lutte, de rivalité entre les communautés, et pour le coup, sur le GIL, ils sont un peu égaux, ils ont exactement le même problème. Donc si vous faites, en ce qui concerne les autres implémentations de Python, si vous faites du Jython, vous êtes sur la JVM, donc vous n'êtes pas embêté là-dessus. PyPy, je ne sais plus. Je crois qu'il a son GIL. Et Iron Python, il n'en a pas. Je prends encore une question. Et puis après, vous ne savez pas, j'ai quelques annonces à faire. J'ai oublié. Juste pour information, le GIL sur PyPy, on est en train de l'enlever.
du coup, quelle est l'approche En fait, on va utiliser du Software Transactional Memory pour, en fait, à chaque fois que tu as un bytecode, tu as une transaction. Et si les deux bytecodes sont en conflit, bah, en fait, tu fais un rollback. Et donc, c'est optimistique, quoi. D'accord. Il faut que les threads soient pas trop en conflit, quoi. D'accord. Oui, juste savoir si tu as une idée de contournement, en tout cas sous Linux, enfin pour les différents OS. Pour lancer, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de dire à l'OS, tu lances ça comme si tu n'avais qu'un seul cœur, par exemple? À moins de forcer un peu comme je l'ai fait de manière brutale, mais ça va concerner tout le monde, j'en connais pas. En fait, il y a vraiment très peu de cas de la vie courante où vous allez être impacté par ça, parce que en fait, si vous observez, si on instrumentait votre interpréteur dans vos cas de production, en fait, dans beaucoup de cas, on va voir qu'il y a des énormes blancs. Par exemple, dans mon travail, c'est très rare que j'ai une charge CPU de 100% pendant des heures et des heures, et donc c'est plus un travail intellectuel. En revanche, si effectivement vous avez des serveurs qui sont tout le temps soumis à une charge très forte, là vous êtes pénalisé. Et le plus simple, je crois, c'est de faire du multiprocessing. Oui, il y a Python 3 qui effectivement n'a pas ce problème de trashing du GIL, mais David Bisley a quand même mis en évidence qu'il y avait des soucis pour l'IO. Donc ça résout pas, le nouveau GIL 3.2 ne résout pas tous les problèmes. Et bon, il reste quand même le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire du parallélisme dans Python en faisant des threads. Eh bien, merci, Adrien.